Bonjour, alors je souhaite tout d'abord remercier le Centre national des arts plastiques pour cette invitation qui me permet aujourd'hui de présenter quelques-unes des conclusions de ma thèse de doctorat, laquelle devrait être rendue et soutenue dans le courant de l'année 2017. J'ai entamé cette recherche en 2012 sous la codirection de Catherine De Smet et Jean-Philippe Antoine au sein de l'école doctorale Esthétique, Sciences et Technologies des Arts de l'Université de Paris 8. Depuis plusieurs années, je m'intéresse à un épisode relativement négligé de l'histoire du design graphique, à savoir l'histoire de ses expositions. Je m'interroge notamment sur le rôle que jouent les expositions du graphisme dans le processus plus large de sa légitimation sur le plan culturel, et c'est ce qui m'a conduit à travailler dans le cadre de ma thèse sur les expositions de graphisme organisées dans 3 institutions qui sont inscrites très clairement dans le monde de l'art. Le MoMA à New York, le Stedelijk Museum, musée municipal d'Amsterdam, et le MNAM-CCI, donc le Musée national d'art moderne, centre de création industrielle, qui est installé dans le centre Pompidou à Paris. Ces 3 institutions ont contribué à transformer le musée d'art, transformation qui s'étale sur toute la durée du XXe siècle et dans laquelle ils se sont mutuellement influencés. On peut résumer globalement cette transformation du musée d'art à 3 aspects principaux. La volonté de démocratiser l'accès à l'art et à la culture, l'événementialisation de cette culture. Ce sont 3 musées qui mettent au cœur de leur mission l'organisation d'expositions temporaires, ce qui les rendait aussi intéressants pour moi. Et enfin, leur caractère pluridisciplinaire, puisqu'on ne trouve pas seulement dans ces musées des œuvres d'art, mais aussi des arts appliqués, des maquettes et des dessins d'architecture, des photographies, des films, etc. Ma thèse s'appuie donc sur un corpus d'environ 300 expositions qui couvre une période qui va de la fin des années 20 aux années 2010. Je me suis rendue sur place pour les étudier, donc je me suis rendue à Amsterdam, à New York et à Paris pour consulter les archives de ces expositions, archives qui se composent de documents de nature très diverses, des photographies précieuses évidemment, des plans, des communiqués de presse, la correspondance du commissaire avec différents interlocuteurs, des revues de presse qui donnent un aperçu de la réception, etc. J'ai eu la chance de commencer ma thèse à un moment où la recherche sur l'histoire des expositions était en pleine expansion et où les institutions, notamment le MoMA et le Centre Pompidou, travaillaient activement à valoriser les archives de leurs expositions, avec notamment des programmes de numérisation. Au Centre Pompidou, un programme de recherche dédié à ces questions et auquel j'ai participé a permis par exemple de mettre en place la première version d'un catalogue raisonné des expositions du centre qui est en ligne, agrémenté de liens vers des ressources numérisées, principalement les dossiers de presse et les photographies. Les événements que j'ai étudiés sont pour l'essentiel des manifestations organisées par les conservateurs des musées, parfois en partenariat avec des organismes extérieurs comme des associations professionnelles ou plus rarement des écoles de graphisme. Il faut bien le dire, le graphisme occupe dans ces 3 musées une place mineure, surtout au MoMA et au MNAM-CCI, où il n'existe plus depuis plusieurs décennies de conservateurs dédiés à la question du graphisme. Il est donc question d'événements assez modestes ou bien d'expositions pluridisciplinaires où le graphisme apparaît aux côtés d'autres types d'objets, des œuvres d'art, des objets de design, des photographies. La photo de Paris-Berlin que j'ai choisi de mettre en introduction, c'est une salle d'une exposition pluridisciplinaire qui était consacrée aux arts plastiques et aux relations franco-allemandes dans les premières décennies du XXe siècle. Dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, j'exposerai 2 questions transversales qui sont revenues un peu comme des leitmotifs lors de la rédaction de ma thèse. La première, c'est la question très concrète de la scénographie. Comment est-ce que les organisateurs d'expositions choisissent de montrer l'affiche, le design éditorial, les objets publicitaires ? La deuxième question, c'est finalement de savoir ce que donnent à voir ces expositions de graphisme. Pour le visiteur de ces expositions, que faut-il voir dans ces objets ? S'agit-il de faire découvrir une pratique professionnelle à un public qu'on considère généralement profane ? S'agit-il d'évoquer des événements historiques ? S'agit-il de susciter une émotion de type esthétique devant de belles images ? Ou autre chose, ou tout cela à la fois ? Pour commencer, je partirai de quelques idées récurrentes lorsqu'il est question du graphisme et de son exposition. L'exposition du graphisme est souvent présentée comme un acte paradoxal.
Des papillons morts, des oiseaux empaillés, des fossiles, des spécimens exotiques, des plantes dans un herbier, telles sont quelques-unes des métaphores utilisées pour décrire les objets de graphisme lorsque ceux-ci sont présentés dans des expositions. J'emprunte ces métaphores à différents comptes rendus critiques en lien avec des manifestations organisées ces dernières années ou à des textes plus approfondis sur la question. La métaphore des oiseaux empaillés, je la tire de Graphic Design in the White Cube, un texte de Peter Bilac qui était relatif à l'exposition éponyme de Brno en 2006. Ces comparaisons assimilent le graphisme à un être vivant que l'exposition viendrait mettre en cage, si ce n'est mettre à mort. Un autre argument contre l'exposition est fondé sur l'idée que celle-ci est une enclave esthétique qui fait des objets exposés, des objets de contemplation, peut-être même des œuvres d'art. Lorsque vous exposez le graphisme, je cite, « Vous ne gardez que plaire qui excède la circonstance, vous en faites une œuvre, mais vous trompez et vous vous trompez », écrit par exemple Jean-François Lyotard dans Le paradoxe du graphiste. C'est un texte qui a été rédigé à l'occasion d'une exposition du CCI en 90. Ces deux interprétations de l'acte d'exposer le graphisme sont un peu contradictoires. On entend d'un côté que l'exposition transformerait le graphisme en chose morte, et de l'autre qu'elle en ferait une œuvre d'art, soit quelque chose dont le propre est justement une forme de vitalité atemporelle. Mais dans les deux cas, cette transformation est perçue comme un regrettable contresens sur la nature même du design graphique. En réalité, on peut dire la même chose de la totalité des objets de musée, du retable au masque africain. L'exposition, ses murs, ses cadres, ses socles, ses vitrines coupent les objets qu'elle contient de leur contexte fonctionnel, et ce processus a toujours pour conséquence de modifier notre regard sur eux. Dans les expositions sur lesquelles j'ai travaillé, on relève la volonté de la part des commissaires de contrecarrer cet effet muséal en faisant voir le graphisme, et l'affiche notamment, d'une manière qui tienne compte de sa situation d'apparition initiale. J'en donne quelques exemples. Il y a d'abord le choix d'exposer les affiches en plein air, solution qu'on repère surtout dans les années 50. Ici, donc, c'est une exposition du Stedelijk et roue de affiche, je crois qu'on dit comme ça. La bonne affiche, organisée par Willem Zandberg sur le trottoir de la Van Berlestraat, qui est donc la rue qui est devant le musée, ou ici de l'exposition Signs in the Street, présentée dans le jardin des sculptures du MoMA, donc à nouveau en plein air. Ces choix, enfin ce qu'on peut interpréter ici comme des vrais choix de commissariat, sont aussi à imputer en partie au fait qu'il n'y a pas assez de place dans les galeries ou qu'on ne veut pas faire de place dans les galeries pour le graphisme. C'est un petit peu parfois une solution par défaut. Ensuite, il y a des cas de reconstitution d'éléments urbains à l'intérieur des galeries. Ici, par exemple, des kiosques dans l'exposition Swiss Posters au MoMA, où on trouve aussi le choix d'exposer plusieurs exemplaires de la même affiche côte à côte, comme elles le sont sur les palissades. Ou l'exposition ici spectaculaire entrée de l'exposition Toulouse-Lautrec au MoMA, où des reproductions d'affiches de Lautrec sont présentées sur une sorte de décor, un fond représentant des affiches déchirées, et qui est censé de la même manière imiter une palissade dans une rue de Paris. Et les bancs au premier plan ont été rajoutés pour l'occasion. De la même manière, le procédé consistant à suspendre les affiches doit permettre de leur redonner un peu de vie parce qu'elles se balancent légèrement dans les airs, comme ici au plafond de Paris-Moscou, où elles doivent évoquer une rue pavoisée pour les défilés d'Agitprop, ou dans l'exposition Jean Widmer en 1995. De manière plus générale, on soulignera le rapport ambivalent des commissaires au cadre nécessaire pour protéger les affiches, a fortiori dans un musée où elles font partie des collections. Donc le cadre nécessaire, mais que les commissaires essayent de faire le plus discret possible. Donc au Stedelijk, par exemple, les affiches n'ont jamais été encadrées à proprement parler. On trouve depuis les années 90 ce système d'accrochage qui permet de les protéger par une plaque de plexiglas sans créer de bordure autour des affiches. L'exposition du livre et de la revue adopte des formes plus conventionnelles avec la prédominance de la vitrine et on repère que sont exposés en vitrine surtout les objets les plus visuels, c'est-à-dire les couvertures et les doubles pages illustrées. C'est ce qui m'amène à la question de ce qu'il y a à voir dans l'objet de graphisme exposé. La spécificité muséologique du graphisme, c'est son double statut d'image et d'écriture. Outre le fait qu'ils contiennent habituellement de l'image et du texte, les objets du graphisme se donnent à la fois à lire et à regarder, ces deux activités étant exclusives. Pour lire, on doit cesser de regarder la forme des caractères.
Ainsi, faire voir le graphisme, c'est-à-dire faire voir la forme prise par un texte, par un message, c'est temporairement briser le dispositif communicationnel, en cessant pour un instant de lire et en sortant de la situation d'usager pour devenir spectateur. On oppose souvent deux types de regard muséal, le regard contemplatif, autotélique, je regarde pour le plaisir de regarder, et le regard documentaire, je regarde l'objet comme le témoin d'une réalité historique, sociale, extérieure, à laquelle il fait référence. En réalité, ces deux regards, regard esthétique et regard documentaire, sont indissociables, parce que l'expérience esthétique a toujours pour condition la connaissance, et qu'on n'aime que ce que l'on comprend. Les 3 musées sur lesquels je travaille l'ont bien compris et tous les 3 se caractérisent par une volonté pédagogique très appuyée. Les œuvres et les objets sont accompagnés de discours, des cartels plus ou moins développés, des textes muraux, des plans, des feuillets d'aide à la visite, qui sont là pour faciliter la compréhension des objets exposés par le profane, en même temps qu'ils en encadrent l'interprétation. Toute la question est alors de savoir ce que les organisateurs veulent faire voir lorsqu'ils exposent du graphisme. On peut le comprendre en analysant les discours qui entourent les objets, mais aussi leur emplacement dans un parcours d'exposition, leur présentation matérielle, etc. La plupart des expositions que j'étudie traitent l'objet de graphisme comme une image et font valoir ses propriétés picturales. C'est très net, notamment dans les expositions monographiques, donc les expositions consacrées à un graphiste ou à un studio, dont le propos est toujours de mettre en évidence l'individualité créatrice du graphiste exposé. Ce n'est pas par hasard si elles portent principalement sur des designers au style personnel très cohérent et ceux qu'on appellera à partir des années 90 les graphistes auteurs. Le Stedelijk pratique tout particulièrement ce type d'exposition, mettant notamment à l'honneur les graphistes qui travaillent pour lui, donc Wim Crouwel qui réalise toute l'identité visuelle et les catalogues du Stedelijk Museum, est l'objet d'une exposition monographique en 1979 dont il réalise lui-même la scénographie et même une partie du commissariat, puisque dans la chambre de projection là, qu'on voit sur l'image en haut à gauche figuraient des images d'artistes, enfin des images d'œuvres d'artistes qu'il admirait ou qu'il respectait et qui, selon lui, faisaient écho à sa propre pratique. Dans d'autres cas, ce n'est pas tant pour sa forme visuelle que l'objet est exposé que pour sa capacité à évoquer des événements historiques ou culturels. Ils ne sont pas alors forcément désignés comme des objets de graphisme dont la mise en forme importerait spécifiquement. C'est le cas des affiches exposées par exemple dans Face à l'Histoire, qui est une exposition au Centre Pompidou en 1995. L'exposition démontrait comment l'art du XXe siècle a réagi aux événements politiques du XXe siècle. Des affiches et d'autres documents étaient présentés dans une galerie centrale qui figurait à une sorte d'axe chronologique et qui desservait les salles où étaient exposées les œuvres d'art proprement dites. Et en dépit donc, de la présence vraiment massive d'objets qui, pour nous, relèvent du graphisme, le mot graphisme ou le mot typographie n'apparaît à aucun endroit dans les textes muraux ou dans les communiqués de presse de cette exposition. À côté de cela, il y a les très singulières expositions de communication visuelle organisées par le CCI qui questionnent plutôt le rôle social et les conditions de production du graphisme. Pour le volume collectif consacré à Grappus et publié en 2016, j'ai étudié l'une d'entre elles, qu'est-ce qu'une campagne publicitaire, dont Grappus a mis en page les panneaux et qui est une critique virulente de la publicité. A l'inverse, Image d'utilité publique fait l'apologie d'un graphisme vertueux mis au service de la culture et du service public. Cette exposition aura un grand retentissement dans le milieu du graphisme français et l'étiquette graphisme d'utilité publique restera. Mais elle constitue une sorte d'exception. Dans l'ensemble, les expositions organisées dans les 3 musées que j'étudie ont un impact assez mineur sur la profession. Elles sont peu relayées, par exemple, dans les revues spécialisées. En revanche, si elles ont joué un rôle, c'est peut-être pour l'historiographie de la discipline. Il est possible d'observer que le MoMA a joué un rôle dans l'écriture de l'histoire de la discipline, dont il a forgé une sorte de récit canonique. Je fais ici référence à l'article de Martha Scott Ford, Is there a canon of graphic design history? Il faut donc par exemple évoquer le rôle fondateur d'une exposition comme Word and Image en 1968, grande rétrospective basée sur la collection d'affiches du MoMA.
et dont le catalogue constituait, donc entre 1968 et 1983, la publication de History of Graphic Design de Philip Meggs, le catalogue de Word and Image constituait la seule publication généraliste, la seule somme sur l'histoire du graphisme en anglais. Et elle a eu, du coup, enfin, ce volume a eu un impact certainement important sur la publication, sur les publications d'histoire du graphisme ultérieures. Je terminerai en signalant un point de comparaison qui fut très utile pour moi, c'est le cas de la photographie, dont l'entrée au musée s'est soldée par l'acquisition d'une véritable légitimité culturelle. On ne peut pas en dire autant du graphisme, parce que les expositions restent peu nombreuses, peu médiatisées, parce qu'on l'a vu, le graphisme n'est pas toujours désigné comme tel, mais aussi et surtout parce que, mais ça c'est quelque chose qu'il faudrait que j'étaye encore, parce que j'ai le sentiment que les graphistes, à la différence des photographes, n'ont jamais véritablement milité ou souhaité pour leur muséification et pour que leurs travaux soient traités avec le respect qu'on accorde habituellement aux œuvres d'art. Voilà.